On va plus loin dans le billet science avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. Qu'est-ce qui est si historique aujourd'hui dans cet accord ? Il ne pouvait pas parler autrement, forcément, le président de la COP. Évidemment. Alors, comme on l'a entendu dans le reportage, c'est la première fois, effectivement, dans l'histoire des COP que le document propose de mentionner toutes les énergies fossiles. Donc, ça veut dire le gaz, le pétrole et le charbon comme étant responsables majoritairement du réchauffement climatique. L'accord de Paris ne parlait même pas des énergies fossiles et il n'y a que, finalement, la COP 26 à Glasgow qui avait évoqué une réduction du charbon. Donc, voilà, c'est vraiment ça la différence. On ne parle plus de réduction de certaines énergies fossiles, mais d'une transition progressive hors des énergies fossiles. Alors là, je vous propose de regarder vraiment plus précisément cette phrase qu'on n'arrête pas de commenter aujourd'hui et vraiment de la regarder bout à bout. Donc, le texte va inviter finalement les pays à transitionner hors des énergies fossiles. Là, on parle donc transitionner hors, on essaie de faire plaisir aux pays de l'OPEP parce qu'on ne va pas parler d'une sortie, mais d'une transition qui est beaucoup plus progressive. De toutes les énergies fossiles, on fait plaisir aux pays qui souhaitent une transition plus accélérée, comme par exemple les pays insulaires ou encore l'Union européenne. D'une manière juste, ordonnée et équitable, on parle aux pays en voie de développement et en accélérant l'action dans cette décennie cruciale, on parle aussi, encore une fois, aux pays qui souhaitent une accélération de l'action climatique et surtout qu'on souligne l'urgence climatique. Donc là, vous voyez bien qu'il y a vraiment eu un choix des mots, mot par mot, qui a été fait pour être sûr de respecter les lignes rouges de chacun et pour pouvoir arriver à ce compromis, tout en laissant finalement une latitude à chacun des pays de maintenant créer sa propre roadmap, sa propre stratégie finalement pour pouvoir atteindre ses objectifs, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est très bien d'avoir signé cet accord, mais encore faut-il respecter ces objectifs. Il faut savoir aujourd'hui que c'est un objectif qui est assez ambitieux. Le pétrole, le gaz et le charbon représentent actuellement 80% de l'énergie mondiale. Et le but, vous le savez, c'est d'atteindre le net zéro carbone d'ici 2050. Donc c'est extrêmement ambitieux, effectivement. Bon, un texte qui balaye large, on l'aura compris, pour essayer de faire consensus. Pas auprès de tout le monde, visiblement. Les ONG qui estiment qu'il y a des mentions inquiétantes comme le gaz, comme énergie de transition ou encore le nucléaire. Alors, quand on parle d'énergie de transition, en fait, on est juste en train de dire qu'on va avoir peut-être besoin de réponses qui vont à court terme, à moyen terme et à long terme. Les énergies de transition, c'est celles qui sont peut-être un peu plus bas carbone, mais il va falloir les tolérer peut-être dans un premier temps. Et dans le texte, ils parlent donc de ces énergies de transition et ils font allusion au gaz. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que dans certains pays, pour assurer la sécurité énergétique de ces pays, on va devoir garder ce gaz. Je vous signale quand même qu'il y a encore 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Donc il y a aussi ce chapitre-là à regarder clairement. Ensuite, le texte va aussi appeler à tripler les énergies renouvelables. On en a parlé sur ce plateau, mais aussi à accélérer les technologies dites zéro carbone et bas carbone. Et là, ils font référence au nucléaire. Là, c'est une grande victoire pour la France. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, on a décidé de relancer notre filière nucléaire pour plusieurs raisons, pour créer de l'électricité bas carbone, clairement, pour ne pas avoir d'intermittence, ce qui est un problème avec les énergies renouvelables, pour répondre à une demande accrue finalement d'une électrification de tous nos usages au quotidien, et aussi c'est une manière souveraine de faire de l'électricité, donc de s'affranchir de dépendance des pays producteurs. Donc voilà, là on est vraiment dans un texte, et la France n'est pas la seule à faire ce choix du nucléaire, mais on est vraiment dans un texte qui est en alignement complet avec la politique énergétique de la France. Un texte qui laisse aussi la porte ouverte aux technologies d'élimination des émissions comme la capture et le stockage du carbone. Oui, alors là, il faut savoir aussi, il faut bien le préciser, qu'il le préconise particulièrement pour gérer les secteurs difficiles à décarboner. Alors certaines ONG, évidemment, ne sont pas contentes. Elles qualifient cette technologie de distraction dangereuse. Il est vrai que c'est une technologie qui n'est pas encore mature aujourd'hui, mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas cette technologie, si vous ne la citez pas dans le texte, vous pouvez être sûr que les investissements dans cette filière ne vont pas être à la hauteur, et donc que cette technologie, finalement, ne pourra jamais s'améliorer. C'est la même chose aussi avec les nouveaux réacteurs nucléaires beaucoup plus modulaires. Récemment, on a vu dans la filière nucléaire qu'il y avait peu d'investissements parce que le nucléaire était boudé. Et encore une fois, c'est peut-être cet indice qu'il va falloir créer des solutions à court, à moyen, mais aussi à long terme. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était le billet science, quelques heures après l'annonce donc de cet accord, 8 ans après l'accord de Paris.